Merci d'être parmi nous pour accueillir Gérald Tenenbaum, qui a écrit un très beau roman, L'Affinité des Traces, qui nous vient de Nancy. Euh, Gérard Tenenbaum est professeur d'université, il est mathématicien et néanmoins romancier. Il a déjà publié en 2006 Le Geste, en 2008 L'Ordre des Jours qui lui a valu le prix Erckmann Chatran, et Souffle couplé en 2010, toujours chez le même éditeur ou la même éditrice plus exactement, puisqu'il s'agit d'Héloïse d'Ormesson. Et enfin L'Affinité des Traces en 2012. Alors, nous avons vraiment le plaisir de le recevoir parce qu'en plus d'être un ami, l'ami d'amis, on a un plaisir littéraire parce que son roman est, et là j'emprunte à un critique, c'est une vraie fable humaniste sur la résilience, l'accueil des différences, la transmission et la fraternité humaine. Et en plus, il a une écriture très très musicale. Et à ce plaisir donc strictement littéraire s'ajoutent deux proximités affectives, si j'ose dire. La première, c'est que son héroïne, qui s'appelle Edith Baird, a grandi à Ménilmontant, donc on est vraiment au cœur de quelque chose. Et la seconde proximité affective, si j'ose dire, c'est cette fille va découvrir, après un parcours dont on va parler, puisque c'est toute l'histoire du roman, elle va découvrir l'altérité chez les Touaregs, ces Berbères dont nous partageons ici, en tout cas à l'association de culture berbère, la langue, la culture et une appartenance commune. Et à cela s'ajouterait une troisième proximité moins directe, disons, c'est tout cela se fait, toute son histoire se passe sur fond de guerre d'Algérie. Alors, je vais essayer de parler un tout petit peu du livre. Après, je vous donnerai la parole, hein, si vous permettez. Alors, dans les grandes lignes, il s'agit donc de l'histoire d'une jeune fille juive qui s'appelle Edith Baird, donc, dont la famille a disparu dans le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette jeune fille juive est originaire de Ménilmontant. D'ailleurs, à un moment donné, elle se fait piquer par une vipère dans le désert. Et disons, l'une des choses auxquelles elle pense dans une espèce de coma comme ça, c'est les marronniers de Ménilmontant. Parce que pour elle, c'est l'enfance, c'est le souvenir de l'enfance. Et puis, elle va grandir aussi un peu à Nancy. Elle va à Nancy où elle fait une école pour devenir sténodactylographe. Et elle passe un concours pour être recrutée comme sténo par l'armée. Alors cette jeune fille, d'abord, il faut dire qu'elle avait 3 livres de chevet qu'elle va emporter avec elle toute sa vie. L'un, c'est Bonjour Tristesse de François Sagan. L'autre, c'est le deuxième livre, c'est Le Petit Prince, qui se trouve aussi évoquer le désert, etc. Donc, même appartenance. Et enfin, Le Repos du guerrier. Alors, donc elle va passer un concours, elle va être reçue. Elle a eu la chance hein, elle a eu la chance que, vous savez, les concours de sténodactylo, on dicte des textes et puis c'est à qui notera le plus vite. Et il se trouve qu'elle est tombée sur une phrase ou quelques phrases de son livre de chevet, Bonjour Tristesse, donc elle a emporté le concours haut la main. Et donc elle est reçue. Le concours a été organisé par l'armée, donc elle va être sténodactylo pour le compte de l'armée, qui va l'envoyer dans une base dans le Sahara, à Enaker, dans le Hogar, et dans une base qui plus est
installée dans le désert pour procéder aux fameux essais nucléaires qu'on connaît. Voilà. Alors, elle va découvrir deux choses en vivant dans cette base. Elle va découvrir deux choses. D'abord, la vie de casernement et la pratique secret défense des essais nucléaires, donc, et puis tous les ravages que ça fait sur la population, et puis sur les soldats eux-mêmes. Et puis, elle y découvre aussi et surtout l'altérité chez les Touaregs, une autre culture que la sienne, plus qu'une autre culture, un autre temps, une autre façon de vivre le temps. Et elle y découvre aussi, en même temps, une grande affinité avec les Touaregs, c'est l'affinité des traces. Alors, elle va rencontrer, parmi les rencontres qu'elle va faire, celle de Mariama et de sa famille. Mariama, qui est une princesse Targhi déchue pendant un moment, qui descend de Tinhinan. Et Mariama va apprendre à Edith à déchiffrer les signes, et ensemble, toutes les deux, elles se trouveront cette affinité de la trace commune, et qu'elles vont définir, je me souviens plus comment vous le dites, mais en tout cas, Mariama appartient à l'étendue de l'espace, et Edith appartient à l'étendue de la déchirure. Je ne sais pas si vous le dites exactement comme ça, mais je... Oui, je le dis comme ça. Alors, qu'est-ce qui a poussé Edith à choisir cette vie? L'a-t-elle seulement choisi? Alors, ça va être ma première question. Merci. Écoutez, avant de répondre, je voudrais vous remercier. Je suis très heureux, touché de votre invitation. Quand on tend la main dans la vie, quelquefois elle n'est pas prise. Et là, j'ai l'impression que la main que j'ai tendue a été saisie. Et pour moi, c'est très important. Donc j'ai eu plusieurs rencontres avec la communauté berbère ou kabyle. J'ai été invité par la radio kabyle à Saint-Ouen. J'ai été faire une émission de radio avec Areski Sadi, ici présent, à Nancy. Et puis cette invitation-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui me touche. Et je me dis voilà que ce roman... il m'a amené à vous rencontrer, à faire un parcours que j'aurais jamais pu faire si je l'avais pas écrit. Alors, oui, la question c'est qu'est-ce qui a poussé Edith vers à choisir cette vie. C'est à la fois simple et compliqué. J'ai commencé à écrire. Moi, je suis d'une famille juive, d'une famille, donc, forcément, comme toutes les familles juives, une famille qui a connu le génocide, qui a payé le prix, puisque il y a eu des déportés dans ma famille des deux côtés. Mais ma famille a ceci de particulier, c'est que de toute cette histoire, on en a très peu parlé. C'est une histoire qui m'a été transmise, je dirais, dans un assourdissant silence. C'est quelque chose qui m'a été transmis par un vide. Et donc j'ai dû faire le chemin un peu tout seul. Et j'en ai beaucoup voulu à ma famille pendant toute une partie de ma vie, de ce vide. Et puis finalement, aujourd'hui, je leur en veux moins parce que je me dis que c'est aussi une forme de transmission. Alors, j'ai écrit un certain nombre de romans. Celui-là, c'est le 6e. J'ai essayé de parler de la perte. J'ai essayé de parler de la blessure identitaire. J'ai essayé de parler d'un certain nombre de sujets. Et puis, les années passant, bien sûr, j'ai essayé de parler de la mémoire. Et puis, les années passant,
j'ai constaté qu'il y avait, dans nos sociétés, dans les communautés juives, mais comme dans d'autres communautés, une montée du communautarisme, une montée d'une recherche identitaire qui se construit en rupture plutôt qu'en accord, une sorte de guerre de tranchées identitaire. Et ça, j'ai eu envie, dans un roman, de battre cette tendance en brèche. J'ai eu envie d'en faire, de montrer un exemple d'accueil de l'étranger. J'ai eu envie de montrer un exemple positif. Beaucoup de la littérature aujourd'hui est dans le dénigrement ou dans la dérision, dans une position un petit peu de recul comme ça. Et pour moi, c'est important de montrer des exemples positifs, même si ça peut faire sourire. Parce que les exemples positifs, ça veut dire qu'on prend d'une certaine manière son destin en main, comme mon personnage d'Édith, on se mouille. Et donc, effectivement, on peut prêter le flanc à un certain nombre de critiques, mais bon, quand on a des convictions, je crois qu'il faut les affirmer. Alors, ce personnage d'Édith, bon, bien sûr, il est imaginaire, et bien sûr, il est tissé d'un certain nombre de gens que j'ai connus dans ma vie. Et j'ai été particulièrement touché, plus que touché, par l'histoire d'une cousine qui a été élevée dans la famille de ma mère comme une sœur de ma mère, et qui est née en 1940 et dont la maman a été déportée en 1942. Et cette cousine, que j'ai toujours connue comme étant une tante, puisqu'elle était élevée comme la sœur de ma mère, un jour, je me suis rendu compte qu'elle avait appelé 5 femmes maman dans sa vie. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut signifier, comment on se construit, comment on construit sa personnalité quand il y a eu 5 femmes qu'on a appelées maman dans sa vie. Et cette cousine, bon, le personnage d'Édith a beaucoup d'autres... mais enfin, disons que elle était, dans la construction du personnage, elle était importante. Et puis, quand j'ai fini ce livre, elle habitait en Suisse, je lui ai téléphoné et je lui ai dit, bon voilà, je vais t'envoyer ce livre qui parle du désert. Elle me dit, mais j'adore le désert, je vais souvent dans le désert. Et je pars bientôt en Égypte, et je vais emmener ton livre et je le lirai là-bas. Et le hasard a fait qu'elle est morte en Égypte. Je ne saurais jamais si elle l'a lu ou pas lu. Je sais qu'elle l'avait emporté et elle a eu un accident cardiaque et donc elle est morte cet été en Égypte. Et c'est donc cette personne, oui, elle a rejeté le monde d'où elle venait d'une certaine manière. Je veux dire, c'est un monde qui avait apporté tellement de souffrance, tellement d'inhumanité, qu'elle s'est un petit peu retranchée. Et le personnage d'Édith, elle a aussi ce mouvement-là, de dire finalement, voilà, je suis né dans un chaos, je suis sorti d'un chaos. Je veux dire, le monde de la Seconde Guerre mondiale, du génocide, c'est un chaos. Et je vais vivre ma vie, pas celle qu'on a prévue pour moi, je vais vivre ma propre vie. Et donc elle décide comme ça sur un coup de tête, mais il n'y a pas un plan de vie, il n'y a pas un plan de carrière, elle ne sait pas où elle va. Simplement, elle décide que elle prend le volant, et même si elle ne sait pas conduire, elle prend le volant. Et donc elle prend
elle passe ce concours. Il y a aussi quelque chose que j'ai retrouvé, qui est tous ces enfants de la déportation, donc avaient une véritable rage d'apprendre, une véritable rage de faire des études. Et souvent, on ne leur a pas permis de faire des études. Et là, bon, c'est suite à des circonstances assez particulières dans le roman que Edith réussit à faire des études qui ne sont pas des très hautes études, mais bon, elle réussit à devenir sténodactylo, elle passe ce concours, et puis, elle part vers d'autres horizons. Et je dirais peut-être tout à l'heure autre chose sur la genèse de ce livre, mais voilà, ce qui la pousse, c'est l'idée de dire je vais suivre mon propre chemin, même si je ne sais pas très bien où il va, mais finalement, elle a été de famille d'accueil en famille d'accueil, qui était de sa famille, et l'histoire de ce livre, c'est finalement l'histoire d'une femme qui va trouver les siens. Et les siens, eh bien, ça ne sera pas forcément sa famille, ça va être une autre famille. Il y a un journaliste du Républicain Lorrain qui avait intitulé son article sur ce livre « Le choix des siens ». Oui, elle a choisi les siens. Et les siens, eh bien, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Les valeurs humaines, peuvent être partagées par des gens qui viennent d'autres horizons. Elle procède à une espèce de saut dans l'inconnu. Elle débarque dans cette base de Heinacker et tout cela se fait sur fond de guerre d'Algérie, de fin de guerre d'Algérie, puisqu'on est en 62, fin 62, qu'elle va apprendre, elle est encore le jour ou la veille ou le lendemain d'un essai nucléaire, que les gens, les militaires qui sont là apprennent qu'il y a eu un cessez-le-feu, etc. Parce que là, elle le dit, la guerre ne se sent pas du tout entourée par autant de sable détendu, etc. La guerre se sentait beaucoup plus à Alger et à Paris que là où ils étaient. Donc elle va vivre dans un camp, dans une basse vie où il y a 3 femmes, l'infirmière Sévan, qui elle aussi est un personnage de trace puisqu'elle est arménienne et qu'elle n'a jamais vécu en Arménie, mais on l'a convaincue qu'elle était une nomade comme les Touaregs, comme Edith. Et puis à la femme du commandant et enfin elle. Donc sur fond de guerre d'Algérie, elle va découvrir une autre galaxie qui n'appartient ni à la France des essais nucléaires, ni à la France tout court, ni peut-être même à l'Algérie, les Touaregs. Les Touaregs, dans la culture, le mode de vie, la transmission, l'organisation sociale, le patrimoine symbolique, se frottent à diverses modernités, belliqueuses ou pas, des conquérants sans se laisser altérer. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle va découvrir petit à petit, parce que elle va devenir elle-même targuée, elle va aller dans un campement, etc. Entre-temps, il y a des personnages intermédiaires quand même qui vont faire la liaison avec ce monde, dans Nabil. Alors, qui c'est Nabil ? Et sa petite famille, Mariama et les 2 garçons. Oui, alors ce sont les premiers Touaregs qu'elle rencontre sur la base. Nabil est un dignitaire, est un aménokal, et il vient d'une peuplade Touareg, les Kelkhela, donc qui sont les plus nobles des Touaregs. Et puis, il vient se faire soigner. Mais en fait, il y a autre chose derrière. Donc, il vient se faire soigner, il est malade. Mais en même temps, il y avait une autre demande qu'il n'a pas pu faire au responsable au colonel qui dirige le campement, parce que cette demande, il ne peut la faire que debout. Et il n'est pas debout parce qu'il est malade.
Et donc Mariama et sa femme, et puis il y a les deux fils, Ayouba et son frère, et qui lient des liens avec Sévan et avec Edith. Donc et dès le début, il se passe quelque chose entre cette jeune fille qui finalement a eu tellement de mères qu'elle n'a pas eu de mère, et cette mère qui a deux fils et qui n'a jamais eu de fille. Et alors que le pouvoir se transmet chez les Touaregs par les femmes, via les femmes, eh bien, il se passe quelque chose de l'ordre de la transmission entre Mariama et Edith. Les deux garçons qui sont de l'aristocratie, disons, vont à un moment donné se retrouver à travailler avec leurs propres esclaves. Pourquoi, dans quelles circonstances ils se sont retrouvés à travailler et qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Alors ils vont effectivement ils vont se trouver parce que on leur donne des tâches subalternes et ils refusent, et Nabil qui est malade se met très en colère et il menace de partir bien que très malade parce que il est humilié par ce qu'on demande à ses fils. Et c'est Edith qui dit les Touaregs sont capables d'ailleurs je lirai un extrait qui est tout à l'heure qui se rapporte à cet épisode. Les Touaregs sont capables de trouver l'eau dans le désert, notamment en recherchant les traces des gens d'autrefois qu'ils appellent les Kalirou. Et Edith qui a remarqué que finalement il y a à peu près de tout ce qu'il faut sur la base sauf suffisamment d'eau, et elle propose à ces deux jeunes gens de trouver de l'eau pour les Français. Et ça c'est une tâche qui leur convient, et ils retrouvent leurs anciens esclaves et ils vont effectivement retrouver un puits et le remettre en état. Alors, il va y avoir l'essai nucléaire qui va être catastrophique, puisqu'il va déterminer une nouvelle rupture. Oui, alors cet essai nucléaire, c'est l'accident, c'est l'essai qui s'est appelé l'essai du Beryl du 1er mai 1962, qui a effectivement été un accident complètement raté. Les Français pensaient maîtriser une technique américaine qui venait du Nevada, avec une chambre d'explosion qui était censée s'effondrer au moment du souffle. Donc c'était le premier essai souterrain. Il y avait eu des essais aériens avant à Reagan, et puis à Heinecker, c'était le premier essai souterrain. Et cet essai a été mal calculé, et en fait la montagne, le Tanafela, la montagne qui était à côté de la base d'Heinecker, dans laquelle la montagne a explosé. Et il y a eu des radiations. Alors on retrouve aujourd'hui dans les archives de l'INA, on retrouve des films. Ça a été le branle-bas de combat et ça a été une véritable catastrophe. Il y avait deux ministres qui assistaient à cet essai nucléaire, qui étaient Pierre Messmer, ministre des Armées, et Gaston Palevski, ministre de la Recherche scientifique. Et Gaston Palevski est mort un certain nombre d'années plus tard d'un cancer. Et il a toujours été persuadé qu'il avait contracté ce cancer à ce moment-là. Beaucoup de militaires présents sur le site ont été contaminés. Je ne parle pas des populations locales pour lesquelles rien n'était véritablement prévu. Il y avait 3 douches pour des milliers de personnes. Donc et quand les militaires se sont mis à pourchasser les Touaregs pour les faire passer à la douche, pour une jeune fille qui venait de l'histoire du génocide que l'on sait, c'était une vision absolument insoutenable. Et donc ça l'a décidé définitivement à quitter le mode occidental pour choisir le mode de vie des Touaregs. Alors, petite question intermédiaire, si j'ose dire. Vous m'avez dit que vous êtes beaucoup documenté, notamment sur les essais nucléaires. Mais est-ce que le choix de l'appellation de l'opération
est tel que vous l'avez rapporté ou pas? Parce que c'est très amusant. Non. Le nom de Beryl était effectivement le nom de l'opération, mais l'histoire du choix, non, c'est du romanesque. C'est tout à fait. Parce que on peut raconter l'histoire du choix. Oui, hein. C'est le colonel qui, dans Edith et la secrétaire, qui à un moment donné se dit oui, on est en train de choisir un nom pour appeler cette opération, pour nommer cette opération. Puis il lui a dit oui, ça serait bien que ce soit le nom d'une pierre. Voilà, donc au bout d'un moment, je crois que c'est Edith qui dit, et si on l'appelait Beryl, et c'est parti comme ça. Voilà. Alors, il y a aussi que les deux garçons de Nabil et leurs deux esclaves vont mourir dans ce... Un des deux esclaves. Oui, un des deux esclaves, puisqu'il y a un témoin qui va raconter ce qui s'est passé, qui vont mourir, ce qui va pousser Mariama à quitter le camp militaire pour aller dans un campement, retourner dans un campement. Dans son campement, oui. Voilà, et là... Edith part avec elle. Donc elle tourne le dos au monde occidental pour aller... Alors qu'est-ce qui va se passer? On va pas tout raconter. Non, on va pas raconter tout le livre, mais effectivement, il y a toute une discussion. Alors bon, il y a une chose qu'on peut tout de même révéler, c'est que bon, dans ma recherche sur le communautarisme et dans ma recherche de trouver un exemple positif d'accueil de l'étranger, je suis tombé tout à fait par hasard sur un chapitre de la Bible qui est le livre de Ruth. Et le livre de Ruth raconte comment Ruth, donc une Moabite, donc une Palestinienne, est accueillie au sein du peuple hébreu, alors qu'il y avait une règle chez les Hébreux qui disait les Moabites ne doivent pas être convertis, donc ne doivent pas être accueillis dans le peuple jusqu'à la 10e génération. Et on ajoute, ce qui est assez étonnant, ni jusqu'à la fin des temps, comme si donc ça ne suffisait pas la 10e génération jusqu'à la fin des temps. Et malgré ça, eh bien Ruth, cette Moabite, est accueillie chez les Hébreux, et ce qui m'a profondément touché, c'est que, donc, d'abord, la loi est bafouée, puisqu'on l'accueille alors qu'on ne devrait pas l'accueillir, et elle devient rien de moins que l'ancêtre du roi David. C'est-à-dire que cette étrangère, qui ne devait jamais être accueillie, devient le germe du courant principal des rois d'Israël. Donc, et j'ai conçu un peu mon livre comme une sorte de commentaire sur le livre de Ruth. J'ai trouvé que ce chapitre, bon, qui est très court hein, dans la Bible, est une formidable prévention contre le communautarisme, puisqu'on nous dit, eh bien, voilà, même s'il y a une loi, on peut s'en défaire. Et puis, quand on accueille l'étranger, eh bien, on l'accueille pas sur le côté en lui disant bon, mets-toi là un petit peu puis fais pas de bruit. Non, on l'accueille en plein centre. Et donc c'était un peu l'idée. Alors ensuite, bon, il y a le problème identitaire, bien sûr. C'est-à-dire que cette jeune fille qui est issue d'une certaine culture va embrasser une autre culture. Pour moi, je l'ai conçu comme un enrichissement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va trouver une autre culture qu'on va forcément renier la sienne. Et au contraire. Donc elle est à la fois ce qu'elle était et ce qu'elle devient. Ça n'a pas plu à tout le monde. J'ai ici des lettres d'insultes que j'ai reçues de la part de certaines personnes de la communauté juive que je ne connaissais pas, hein, qui m'ont écrit via mon éditeur pour m'insulter en disant bon ben voilà, vous avez Hitler a gagné, enfin bon, etc. Enfin je vous en passe des vertes et des pas mûres, mais parce que voilà, on est aujourd'hui dans une situation où la construction identitaire se fait en rupture et dans une exclusion, alors qu'elle devrait être dans une inclusion. Donc voilà, donc c'est ce qui se passe ensuite. Eh bien, c'est l'accueil
c'est l'accueil d'Édith dans ce peuple touareg dont je suis tombé amoureux. Vraiment, j'ai fait 18 mois de recherche et la culture touareg m'a complètement séduit. J'ai été... bon, il y a tellement d'éléments... la place de la parole voilée chez les Touaregs, c'est quelque chose, bon, pour un écrivain qui est très important, cette parole, cette réserve, ces choses qu'on suggère et qu'on ne dit pas complètement, et du coup qui ont encore plus de force. Le fait que l'homme soit voilé et pas la femme, que la place de la femme dans la société touareg, qui transmet le pouvoir, qui peut montrer son visage, qui peut montrer ses cheveux, qui est la propriétaire de sa propre tante, qui peut décider quand elle divorce ou non, enfin c'est toutes ces choses-là, seule femme africaine de toute l'Afrique à pouvoir décider c'est elle-même qui répudie son mari si elle le souhaite. Et le mari qui se trouve divorcé par sa femme va erre sans tante, il n'a plus de tante puisque la tante appartient à la femme. Et puis voilà, donc c'est tous ces éléments de la culture touareg m'ont énormément intéressé. Et Édith va alors ça c'est aussi une des choses qui a choqué, c'est que elle va recevoir un autre nom. C'est-à-dire qu'elle va elle va refaire le parcours que l'on fait normalement avec sa mère. Elle va apprendre à parler, elle va recevoir un nom, et puis elle va se marier, elle va devenir mère elle-même. Elle va recevoir un nom, mais sans qu'il y ait de nomination. C'est-à-dire que ça s'installe très progressivement. On va parler d'elle en disant Taliat. Et elle savait même pas que c'était elle. En fait, elle a été nommée par la tribu. Elle a été nommée par elle-même d'une certaine manière, parce que quand elle arrive dans le campement, bon, ça on lui dit « tu es notre invité ». Et elle répond « non, mais je ne veux pas être votre invité, je veux être comme vous, je veux être parmi vous et comme vous ». Or, il se trouve qu'en tamashek, il y a un prénom, je ne sais pas si ça existe dans d'autres langues, mais en tout cas, en tamashek ça existe, il y a un prénom qui s'appelle, le prénom Taliat, qui signifie « celle qui est comme ». Ce prénom signifie celle qui est comme. Donc, elle choisit. Non, elle ne choisit pas. Je veux dire, comme elle a prononcé dès son arrivée dans le campement. Elle découvre en fait. Voilà, et finalement, on l'appelle Taliat. Donc, elle reçoit ce nom. Elle le reçoit. Voilà, je crois qu'on va s'en tenir là. Vous allez peut-être lire des extraits. Hein, parce volontiers. Que c'est très beau, c'est très bien écrit. Je pense qu'une des manières de faire connaissance avec un écrivain, c'est effectivement d'entendre un peu de texte. Donc j'ai préparé quelques extraits qui sont courts, mais pour vous donner un peu une idée, puis peut-être ça sera une base de discussion. Le premier extrait donc, se situe à un moment où Édith accompagne Ayuba et son frère, Édith et Sévan, donc toutes les deux, accompagnent Ayuba et son frère dans la montagne pour chercher l'eau, pour chercher une source. Donc on a un peu parlé de l'Arménie précédemment, et donc Sévan a été troublé, et donc l'extrait se situe à ce moment-là. Sous les cils soyeux d'Ayuba veille un regard aigu. Il a perçu le trouble de Sévan et peut-être aussi l'écho avivé dans la mémoire d'Édith. Il pose une main à plat sur le sol, palpant délicatement la poussière crayeuse. Les pas d'Amamélène sont encore visibles à certains endroits, précise-t-il posément. Mais les Touaregs ne sont pas les enfants d'Amamélène. Conscient de son effet, il marque une pause. Sévan joue le jeu. De qui alors? Les esprits du domaine des morts et de la solitude. Nous les appelons les Kelessouf.
ceux de la solitude, parce qu'ils sont loin des leurs et qu'ils menacent les voyageurs imprudents. Bailly s'agite. Bailly, c'est le frère d'Ayouba. Un frisson l'a parcouru lorsqu'est tombé le mot qu'elle essouffle. Il est visiblement contrarié que son frère n'ait pas hésité à mentionner ces entités. Mais Ayouba poursuit. La parole que nos anciens tiennent de leurs anciens a été portée parmi nous depuis des siècles. Sur la route du temple de Salomon, des voyageurs venus du Yémen ont dormi un soir. Les femmes se sont écartées pour se reposer à leur aise. Bailly se lève, tournant le dos à son frère, il fait quelques pas vers les tamaris desséchés, grelottant au vent d'est. Après un instant d'hésitation, Ayouba reprend son récit. Les femmes se sont écartées pour se reposer à leur aise. Mais dans ce lieu rôdaient les Kélésoufs, et les Kélésoufs les ont visités. Des enfants en sont nés, qui eux aussi sont restés à l'écart, se comportant avec étrangeté. Une fois grandis, ils ont agi pour le mal et non pour le bien, à l'encontre de la loi et non selon la loi. Ils ont posé leurs pas dans les pas du géant Goliath. Ils ont tué des prophètes. Leur présence est devenue insupportable à tous, et les Juifs les ont chassés. Ils ont trouvé refuge en Égypte, mais de ce pays aussi on les a renvoyés. Ensuite, ils ont gagné la Libye, d'où une fois encore ils furent rejetés. Ils ont alors compris qu'il leur faudrait renoncer à vivre dans un seul pays, et ils se sont dispersés dans tout le Maghreb. Ce furent les premiers Touaregs. C'est une légende sur l'origine des Touaregs qui existe, qui fait partie. Bon, il y a beaucoup de légendes sur l'origine des Touaregs, mais c'est l'une d'entre elles. Alors, je ne sais pas si vous voulez lire d'autres ou alors oui, tout à l'heure. J'en ai préparé d'autres qui sont courts également. Donc c'est un peu plus loin. Le même jour, lorsque Ayouba, Bailly, Sévan et Édith continuent leur quête de l'eau dans la montagne. Quelques heures plus tard, ayant gagné un peu de hauteur sur le Tanafela, ils font halte à nouveau. Après avoir mis pied à terre et immobilisé les montures, ils vont sans mot dire entre le sable et les rochers. Bailly inspecte le relief avec une attention révérencieuse. Le soleil approche de son zénith, il est bientôt temps de se mettre à couvert. Mais le jeune Targui murmure en secouant la tête, accent radieux dans la voix, « Quel Hirou, quel Hirou !» Sans attendre d'être sollicité, Ayouba traduit. Les gens d'autrefois. Mon frère a reconnu les traces de la vie de ceux d'autrefois. Sévan ne comprend pas, ce qui veut dire lorsque l'eau du désert n'est pas visible, explique doucement Ayouba, les signes de la vie passée nous guident vers elle. Aman, Iman, souffle Bailly entre ses dents. L'eau, c'est la vie. Les proverbes ne mentent jamais. Avant même que la fournaise ne les contraigne à abandonner leurs recherches, ils découvrent une ancienne galerie formant drain, Fogara percée dans la montagne par les gens d'autrefois, permettant de capter l'eau qui court sous le sol. Les deux frères ne tardent pas à émettre leur diagnostic. L'installation est hors d'usage, mais un puits de regard ouvre la possibilité d'une remise en état. La quête pour l'eau a trouvé son terme. Aman, Iman. Là où l'eau affleure, la vie du désert reprend ses droits. Végétale, bien sûr, mais animale aussi. Criquets, mantes, scarabées, coccinelles, scorpions, petits rongeurs et serpents variés. Édith cligne des yeux. Le soleil de midi s'est embrassé l'huile étoile de la souvenance. Elle se sent ici étrangement à sa place, entre les Kélirou et les Kélésoufs, ceux d'autrefois et ceux de la solitude. Se tournant vers Ayouba, elle repose sa question. « Et fille, Ayouba, comment tu dis fille en Targui ?» Cette fois, Ayouba a entendu. Il s'apprête à répondre. Mais sous sa taguelmousse pétrifiée, ses lèvres entr'ouvertes sont incapables de former le moindre son.
car Edith a trébuché sur une forme endormie couleur de sable, facilement identifiable pour tous les habitants de l'étendue. Yeux globuleux et cornes dressées, ventre blanc et queue agitée d'une fine pointe noire, c'est l'une des vipères les plus venimeuses du Sahara. Et cette piqûre de vipère va un peu jouer le rôle du basculement du Petit Prince, qui est lui aussi piqué par un serpent, et ça va être finalement ce qui va faire qu'Édith va basculer d'un monde à l'autre. Elle va passer du monde occidental au monde de l'Afrique et à la civilisation touareg. Les Touaregs ne s'appellent pas eux-mêmes des Touaregs, ils s'appellent les Keltamachèques, c'est-à-dire ceux du Tamashek, ceux qui parlent la langue tamashek. C'est très intéressant que ce peuple se définit par sa langue. La parole est un élément essentiel chez les Touaregs de l'identité culturelle, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai un troisième extrait, si vous voulez. C'est un tendé, donc un soir où les Touaregs et Edith, devenue Taliat, se pressent autour du feu et puis chantent au son de ce tambour qui sert le jour pour piler le mil et qui la nuit, tendu d'une peau de chèvre, sert de tambour. Ce soir, autour du feu, Tamélette, rayonnante, croise rythmes et rimes. J'étais le soir accoudé, affairé à la cordée, mon imzade allait vibrer quand un souci vint peser. Sur 4 notes répétées et déclinées à l'infini, sa voix en voûte, charme tombé du firmament. Quelques gorges se délient, des hommes se lèvent en cadence, elle poursuit sur sa lancée, complainte de femme délaissée. Sur mon âme emprisonnée et sans pitié me souffler, le méhari blanc lacté, dont les pas ont résonné tant de fois dans tes pensées, dort avec son cavalier dans l'étendue éloignée. Enveloppé des derniers couplets plusieurs fois repris en chœur, ou bien est-ce un canon, une ombre s'est glissée dans l'assistance pour cristalliser l'instant. Taliat ouvre les yeux. Mariama, discrètement incorporée au groupe, soutient le chant humain par le chant de l'imzad. C'est de mémoire de Taliat la première fois que Mariama se joint à l'une de ces réunions. Elle n'avait auparavant touché son violon que pour accompagner Ve Shedat dans son dernier combat. La nuit s'épaissit, les mélopées latissent, on ne sait plus bien qui frappe le tambour, qui offre sa gorge à la mélodie, qui prête son corps à la danse. Mais une voix plus grave, plus harmonieuse, plus tendue aussi, soudain s'élève. Depuis combien de temps Ataher est-il parmi eux? Taliat est subjuguée. Les mots d'Ataher la fouettent en plein visage, car que sont-ils s'ils ne sont pas des mots d'amour? Mais cet amour, tel qu'il le déclame, est retenu dans une contrée lointaine, inaccessible aux plus courageux des méharis. Alors que le chemin à parcourir est semé de dangers, le péril le plus terrible gît à l'arrivée. Car il n'a jamais osé, cet intrépide cavalier, se déclarer autrement que par entremise détournée. Celle qu'il tente de rejoindre vient d'une autre contrée. Saura-t-elle décrypter les sentiments violents qu'il ne sait exprimer? Malheur à lui, dans la langue qu'elle comprend. Dans ces inflexions de chef soutenu, magie de l'instant par l'imzad en alternance du tendé, s'exposant ainsi devant toute la parenté, réside côte à côte la violence du désir masculin, le défi aux traditions les plus sacrées et la détresse d'une âme en perdition. Le chant d'Ataher est une nage désespérée dans un océan furieux qu'un seul souffle peut calmer. La tempête envahit son âme et bouleverse son corps. Tremblante, Talia se lève. D'un regard,
Ataher a compris. Il poursuit pour l'auditoire. Son chant est un plein chant, mais il n'est déjà plus ici. Taliat s'éloigne à pas compter. Les accents mêlés de l'imzad et du tendé négligemment s'estompent. Ayuba a saisi son bras. Tendre pression rassurante, il la conduit très doux dans la nuit lactescente. Il y a quelque part, au-delà des dunes, un abri tranquille où l'on saura la trouver. Il attendra patiemment à ses côtés jusqu'à cet instant, ensuite, à pas lents sur le sable ouaté, non sans avoir déposé sur ses lèvres quelque impalpable baiser, il s'éloignera vers les champs glacés de la solitude. Donc il faut dire que à ce moment-là, Ayuba est mort déjà depuis longtemps. Donc c'est un fantôme qui accompagne Taliat vers l'endroit où elle va retrouver Ataher, celui qui deviendra donc son mari. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que Gérard Tenenbaum nous promène dans le regard sans y avoir jamais mis les pieds lui-même. Et c'est fabuleux parce que vraiment on y est. Moi qui ai beaucoup bourlingué dans le Gard, je retrouve des ambiances comme ça, je retrouve je sens des ambiances que j'étais persuadé qu'il connaissait, mais il m'a dit que non, qu'il a travaillé sur documentation. J'ai travaillé pendant 18 mois avec beaucoup de documentation différentes, beaucoup de sources d'origines différentes. J'ai utilisé des témoignages de Touaregs parce que les Touaregs souvent parlent français, et beaucoup se sont exprimés et ont raconté leur expérience de vie. J'ai utilisé des livres d'ethnologie, donc il y en a de très très bons, notamment ceux de Dominique Casajus, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est un ethnologue polytechnicien et qui a écrit des livres, qui a longtemps vécu parmi les Touaregs, et c'est en particulier, dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, où le Bailly, le frère d'Ayouba, est un peu agacé par le fait qu'on parle des Kélésouf. C'est vrai que les Kélésouf, les Touaregs, en parlent tout le temps, ils pensent tout le temps, mais avant d'en parler à un étranger, il faut laisser passer du temps. Et là, Ayouba en parle très rapidement, et son frère est un peu en colère contre lui. Ensuite, j'ai utilisé des thèses universitaires, notamment sur les rites du mariage et de la naissance. Et aussi, j'ai retrouvé des mémoires écrits par des militaires du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle, qui ont été les premiers occidentaux à fréquenter les Touaregs. Et puis, il me fallait aussi les voir bouger. On n'invente pas comme ça. Je veux dire, comment est-ce qu'on monte sur un chameau ? Comment est-ce qu'on se dit bonjour dans le désert ? Quels sont les cris de gorge ? Et donc, j'ai retrouvé des films d'explorateurs, de gens qui ont été dans le désert. Et ça a été aussi donc des films que j'ai vus et revus. Et donc, c'est pour ça que peut-être ça sent le vrai, parce que même si je n'y ai pas été, mais je les ai vus bouger. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. J'aime beaucoup écrire avec des images. J'aime beaucoup transcrire des images en texte. La documentation de texte vers texte, c'est beaucoup plus difficile. Vous qui êtes aussi écrivain, je ne sais pas si vous travaillez de cette façon, mais c'est vrai que moi, je vis dans un univers très visuel, j'aime beaucoup le cinéma, et j'ai besoin d'images pour fabriquer du texte. Je crois que c'est... Il n'y a pas mieux, hein, je veux dire, voilà, je pense que... je ne sais pas si... Han, je te vois sourire. Oui, moi, j'écoutais avec un intérêt particulier qui tient à des raisons personnelles.
ce que tu as dit sur les explosions de la bombe atomique, parce que Jean Jacob, dont je t'ai parlé tout à l'heure, a participé à faire les calculs de la bombe de Reagan. Il m'a raconté ça. Donc voilà. Mais c'est pas à ce sujet que je voulais t'interroger. Comment as-tu découvert précisément cette culture et ce monde de Touareg? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ça et par la suite à faire un roman avec ça? Et quel était le point de départ? Le point de départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'idée de faire une transposition et d'écrire une sorte de commentaire sur le livre de Ruth, avec en point de mire, d'apporter ma pierre à l'édifice qui cherche à lutter contre le communautarisme. Alors ensuite, j'ai cherché des situations, parce que je pense qu'il n'y a pas de littérature sans transposition, donc je voulais transposer, trouver une nouvelle situation. Donc j'ai cherché un certain nombre de situations, voilà, où on aurait pu imaginer donc un monde étrange et étranger qui serait capable d'accueillir quelqu'un. J'ai imaginé un certain nombre de dispositifs. Je veux dire, un des plans était une base pétrolière en mer du Nord. Enfin bon, il y avait un certain nombre de choses que j'ai imaginées. Et puis, à un moment donné, je pensais que pour décrire le parcours d'une personne qui va quitter complètement son monde pour aller vers un autre monde, il fallait un sas il fallait une étape intermédiaire. Donc c'est comme ça que je suis arrivé, en discutant avec mon fils aussi, qui est historien, et qui m'a parlé des essais nucléaires dans le Sahara. Ça me paraissait que ce chemin ne soit pas en une seule étape, mais en plusieurs. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé sur le monde Touareg. Mais j'avoue que si j'avais su au départ le travail que ça me demanderait de rentrer dans cette culture, qui est une culture millénaire, je veux dire, qui est extrêmement riche, je sais pas si je l'aurais entrepris. Une des choses aussi qui m'a fasciné chez les Touaregs, c'est la place de la poésie. Parce que pour moi, la poésie, enfin vous l'avez entendu, le rythme, les sonorités de la phrase sont des choses importantes. C'est vraiment disons mon approche de la littérature. Et les Touaregs vivent dans un monde de poésie. Il y a des joutes oratoires constamment. Il y a une tradition. Alors la poésie est de tradition orale. C'est aussi une des choses qui est très intéressante, c'est que ils ont un langage écrit, les caractères tifinards, mais la poésie est véhiculée de manière orale. Et ils ont ce rapport à la poésie qui est à la fois c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire on sait que c'est dangereux. Les mots sont dangereux. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé à Nabil lui est arrivé à travers des mots qui lui ont fait du mal. Et donc, je ne sais plus du tout où est-ce que c'était quoi la question? Comment j'en suis arrivé? Oui, donc j'ai commencé à m'intéresser, voilà, à ce peuple, et plus je découvrais les particularités de ce peuple, et plus j'ai trouvé ça intéressant. Une autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que quand ils écrivent en caractère tifinagh, il n'y a pas de sens de l'écriture. Ça, je trouve ça extraordinaire. Les Touaregs disent, on écrit comme on pousse les lettres devant soi. Donc on peut écrire de gauche à droite, de bas en haut, de haut en bas, peu importe. Il y a une liberté, une sorte de liberté fondamentale dans le fait même d'écrire. On écrit sur du sable, et ce qui reste, ce sont les paroles. C'est extraordinaire. Oui, je n'ai pas lu votre livre, mais il semble très très beau.
Ça me donne envie de le lire. D'abord par cette rencontre qui semble donc très très forte avec les Touaregs, qui donc, tel que je le comprends, est une rencontre dans l'altérité. Donc on sait très bien cette ouverture. Et je n'ai pas très bien compris. À un moment, vous avez dit qu'il y a aussi, comme si elle se retrouvait elle-même dans cette rencontre. Il y a quelque chose qu'elle retrouve aussi d'elle-même, comme s'il y avait aussi quelque chose de l'ordre du même. C'est-à-dire qu'il y a de l'altérité, mais il y a aussi du même. Est-ce que vous pourriez un peu développer ceci ? Oui, c'est tout à fait juste. Il y a bon, vous avez vu déjà dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure. Donc il y a déjà dans une des légendes sur l'origine du peuple touareg. Bon, finalement, on retrouve le roi Salomon, etc. Donc il y a des similarités avec le peuple juif. Et si on compare les deux cultures, je veux dire ça en mettant de côté un certain nombre de contingences, on s'aperçoit qu'elles ont beaucoup de points communs. Le peuple touareg est un peuple en diaspora, comme le peuple juif. C'est un peuple qui véhicule une tradition orale, comme le peuple juif. C'est un peuple qui est attaché à des valeurs. La transmission par la femme. Comme l'identité juive se fait par la femme. Donc il y a un certain nombre de choses qui fait que finalement et puis j'ai employé une chose aussi qui m'a été reprochée. J'ai employé à la fin du livre le mot pogrom à propos des Touaregs. Et c'est vrai que ils ont subi ce qu'on peut. Bon, bien sûr, c'est pas le mot pogrom est un mot russe, hein, mais c'est les spoliations, les exactions et les agressions et les humiliations qu'ont subi le peuple touareg. Sont proches ressemblent d'une certaine manière à ce qu'a pu vivre le peuple juif. Donc, d'ailleurs, une de mes tantes, après avoir lu le livre, m'a dit exactement ce que vous venez de dire. Elle m'a dit, finalement, elle a recherché l'autre et elle est retombée d'une certaine manière dans le même. Et c'est vrai qu'il y a je ne sais pas si j'ai envie d'appeler ça un cousinage, mais en tout cas des correspondances entre les deux cultures qui sont assez frappantes. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Je pourrais compléter de deux manières différentes. Mais elle aurait pu, par exemple, aussi rencontrer, puisque c'est à l'époque, si j'ai bien compris, des années 60, elle aurait pu rencontrer aussi un personnage berbère juif. Puisque. Bien sûr. Et ça, vous n'y avez pas pensé aussi, hein, c'est pas que j'y ai pas pensé, mais que mon propos était autre. Mon propos était de montrer le parcours d'une personne qui va d'une culture vers une autre culture. Donc il s'agissait pas de retrouver la même culture dans un autre lieu, mais bien de trouver une autre culture. Maintenant, le miracle, d'une certaine manière, c'est que ces deux cultures, celle dont elle provenait et celle dans laquelle elle allait se fondre, avaient des parentés, avaient des points communs. C'est vrai que si c'était une culture complètement différente, j'imagine que le transfert aurait certainement été plus compliqué. Et d'ailleurs, le fils, donc Ibram, le fils qui va naître de Taliat, Edith Taliat et Ataher, lui, il va véhiculer les deux cultures. Et il, fort de cette double identité,
il va mener son peuple sur une voie où il va refuser, alors ça nous amène à l'actualité, il va refuser l'alliance avec AQMI, avec l'organisation terroriste d'Al-Qaïda. Non, juste pour dire, en tout cas, j'aime beaucoup cette idée qu'il faut dire aujourd'hui que dans l'altérité, dans la rencontre dans l'altérité, il y a quelque chose qui se construit et qui n'est pas du tout opposé à ce qu'on peut appeler donc le même, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une opposition, il y a quelque chose de l'ordre de la complémentarité qui est vraiment fondateur pour se constituer soi-même. La rencontre avec la différence mène à une complémentarité et non pas toujours à des oppositions. Absolument, je suis totalement d'accord avec vous. C'est vraiment comment dire, ce partage des cultures est un enrichissement. En tout cas, c'est vraiment comme ça que moi j'ai construit le livre et c'est vrai que ça a été critiqué, mais je persiste et signe. Je voudrais à mon tour faire deux remarques et puis demander une réaction à Gérald par rapport à l'actualité, puisque tu viens presque de l'évoquer. La remarque, c'est par rapport à l'écriture. Je dis toujours à Gérald que l'écriture, Arezki, tu as dit qu'elle était musicale, oui, mais je trouve qu'elle est aussi quasi cinématographique. Le goût pour le cinéma de Gérald se ressent à chaque fois. Et c'est quasi un synopsis pour un film, pour un documentaire. Donc voilà, je réitère ma remarque en disant s'il y a une fois à mettre en image un des romans, le vœu pieux ou pas pieux, ce serait que ce soit celui-là. L'autre remarque, c'est par rapport aux lettres de menaces ou d'insultes pas de menaces, d'insultes. Ok. Je ne sais pas si là pour le coup c'est une remarque sur le communautarisme et sur les ghettos intellectuels en général, parce que je pense que si on imaginait l'un d'entre nous de culture berbère écrire sur quelqu'un qui abandonnerait ses racines berbères pour devenir israélien ou juif, à mon avis, il y aurait au moins autant de lettres d'insultes. Donc voilà, il y a aussi ce point commun pour ceux qui ont des ghettos intellectuels dans la tête. Et enfin, alors c'est peut-être, si on en a envie, mais je ne sais pas, demander un peu une réaction par rapport à l'actualité touareg, de lutte contre les islamistes, mais aussi là, c'est dans les médias, ils sont certainement entre deux feux, au sens vrai du terme, le feu des intégristes islamistes d'AQMI ou du Mujaou ou d'Ansar Din, et puis le feu des États qui ne leur viennent en aide que lorsque leur État est menacé, pas lorsque leur communauté est menacée par les intégristes islamistes. Voilà, si on a envie d'une réaction ou pas. Oui, c'est vrai que ce qui se passe actuellement au Mali, c'est d'une certaine manière, c'est le résultat de 50 ans d'une question touareg non résolue, qui a été ignorée. Il y avait une place d'une certaine manière dans le système colonial pour les Touaregs, quand l'Afrique était une colonie française, mais dans le système étatique qui a été mis en place il y a à peu près 50 ans, la question Touareg, vous voyez, comme on a parlé d'une question juive, je veux dire, la question Touareg, elle, n'a jamais été résolue. Alors c'est vrai que les Touaregs se retrouvent, il y a 4 groupes armés en présence sur le sol malien. Il y a le MNLA, il y a Ansar Din, il y a le Mujaou, et puis AQMI. Et les Touaregs se retrouvent dans les 4, en fait. Il y a des Touaregs dans les 4. Le MNLA, je pense que c'est ceux qui représentent le mieux le peuple touareg, et qui est laïque. Et puis il y a les autres. On va pas
Mais disons que bon, la France dans cette histoire, elle poursuit le mandat de l'ONU, donc et de soutien à la CEDEAO, et bon. Elle soutient Bamako parce que, je veux dire, sinon, Bamako serait tombé. Je veux dire, le Mali serait aux mains d'AQMI, des factions islamistes ou salafistes. Ce qu'on peut espérer, je ne sais pas ce qui se passera dans l'avenir, mais c'est que le Nord Mali accède à l'indépendance et devienne une sorte de Touaregistan. Mais je crois savoir que c'est une des options qui est actuellement envisagée. Je ne sais pas ce qui se passera, mais ça pourrait de ce mal pourrait sortir un bien, et la nation touareg pourrait enfin, accéder à l'autonomie pour laquelle elle combat depuis 100 ans. Pardon, moi je suis arrivée en retard, donc peut-être que ce que je vais dire va tomber complètement à côté, mais en vous écoutant tous, je pense à un écrit, un ouvrage qu'a publié récemment un psychanalyste qui s'appelle Michel Hirt, et dont le titre est, je crois, Les infidèles, mais dont le sous-titre est S'aimer soi-même comme un étranger. Et par rapport à ce qui se disait de la rencontre, il faut parfois oser être infidèle à soi-même, à sa culture d'origine, pour mieux se rencontrer ailleurs. Voilà. Oui, c'est très intéressant. C'est une belle métaphore. S'aimer soi-même comme un étranger. C'est vrai que l'étranger, souvent, c'est l'étrange, et donc il suscite un mouvement de recul ou de rejet. Et alors que l'étranger, on a tout à apprendre de lui, on a tout à découvrir de lui. Et c'est vrai que s'aimer soi-même comme un étranger, c'est aussi être capable de se découvrir soi-même. Donc c'est intéressant. Je suis tout à fait en phase avec un précepte comme celui que vous énoncez. On va devoir peut-être arrêter là provisoirement cette discussion qu'on pourra poursuivre là-haut tout à l'heure, parce que certainement on va signer son livre. Mais je voudrais quand même rappeler que ce qu'il y a d'héroïque, presque d'héroïque dans la démarche d'Édith, c'est qu'elle passe d'une culture à une autre, en se fondant dans l'autre culture, sans à aucun moment faire d'établir une concurrence entre les deux. Ça se fait d'une façon tellement naturelle que finalement on se dit idylliquement que c'est possible. Bon, évidemment, c'est du roman. Bien que connaissant en tout cas les Touaregs du Hogar, quand on va dans les campements, on trouve beaucoup. Moi, j'ai rencontré, par exemple, une poétesse qui s'appelle Dassine, pas la classique Dassine, mais une de la génération qui devait avoir la quarantaine dans les années, au début des années 80, qui était de père français et de mère Targui. Un Français qui s'est installé dans un campement Targui, etc. Et puis rien ne montrait qu'elle avait cette ascendance-là, si elle ne l'avait pas dit à un moment donné, parce qu'elle avait les yeux bleus. Donc il y avait quand même, je veux dire, c'est vraiment des situations qui existent. Je veux dire. Quitter ses racines et quitter sa culture, et pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut oublier? Mais par contre, d'en épouser une autre, ça oui. Et je fais le lien avec ce que vous disiez, que vous aviez reçu des insultes. Et là, je me dis que ces personnes-là, elles sont pas prêtes à accueillir une autre culture et à accueillir les autres dans cette autre culture. Voilà. Je trouve que c'est, moi, c'est ce que je retiens quand même de tout ce que. Oui,
aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste à une sorte de repli identitaire où les gens, veulent préserver leur culture en la rendant étanche aux autres. Et en fait, c'est un appauvrissement et cette culture s'étiole. Elle devient tellement pauvre que, je veux dire, qu'il y a quasiment à la fin de ce camp retranché, il n'y a plus rien à défendre. Donc c'est au contraire en ouvrant les bras, en ouvrant son âme, en allant vers l'autre, qu'on peut enrichir sa culture. Et c'est vrai que rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Il y a la culture juive et la culture touareg en apparence, quoi de plus différent, quoi de plus étranger l'un à l'autre, et en fait, on trouve tellement de liens. Enfin, moi, j'ai été fasciné par tous les liens que j'ai pu trouver.